Donc aujourd'hui, nous allons parler du web sémantique, donc de la toile des connaissances dont j'ai parlé déjà dans la leçon inaugurale pas mal. Mais là, on va la regarder donc, de façon un peu plus technique en regardant plus précisément ce qui est en train de se faire notamment dans des formats qu'on reconnaît sous le nom de web sémantique. Donc je vais, après une introduction un peu rapide, parler de deux utilisations principales du web sémantique. Comment poser des requêtes pour avoir des informations plus précises, notamment comment on interroge des ontologies. Et deuxièmement, comment on utilise ces connaissances pour faire de l'intégration d'informations. L'idée étant que le web, c'est plein de sources d'informations et qu'on aimerait poser des questions au web et donc intégrer toutes ces sources d'informations. Donc c'est vraiment les deux sujets au cœur du problème. Et puis on va regarder de façon très très légèrement technique comment on fait pour attaquer ces problèmes. Donc l'introduction, ce que j'avais dit dans la leçon inaugurale, c'est qu'on est en train de passer d'un web de texte à un web des connaissances. Le web des textes étant, en caricaturant un peu, à destination des humains, et le web des connaissances étant à destination des machines. Évidemment, tout ça devant coexister, il n'est pas question de dire demain matin, vous ne trouverez plus d'HTML sur le web, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, la première étape dans cette optique, c'est d'attacher de la sémantique aux informations publiées sur le web. Alors, les informations publiées sur le web, c'est des vidéos, c'est des photos, c'est du son, c'est du texte, c'est plein de choses. Et à quoi ça sert de publier des connaissances autour de ces informations? Ça permet de donner des réponses de façon plus précise et ça permet aussi d'intégrer les sources de données. C'est les deux sujets dont on parle aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce qu'on est dans un monde qui va se situer à la frontière entre de l'information non structurée, typiquement la langue naturelle, ce n'est pas très structuré, et des connaissances qu'on va vouloir le plus formater possible, dans des vocabulaires le plus contrôlés possible. On est un petit peu à la frontière entre les deux et ce n'est pas simple. La deuxième difficulté, c'est qu'on va se retrouver dans un monde totalement hétérogène. Hétérogène depuis les formats que les gens utilisent, les machines qu'ils utilisent, les systèmes qu'ils utilisent, mais aussi très différents dans la façon dont ils organisent l'information, dont ils pensent l'information, dont ils structurent l'information, et aussi très différents dans leur terminologie, ne serait-ce que parce qu'il y a du multilinguisme. Alors tout ça, c'est suffisant pour rendre le problème insupportable, mais ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que typiquement, on va se retrouver avec des informations de nature très souvent imprécise. Il va nous manquer des informations, il va y avoir des incohérences. Alors on va en avoir trop, c'est-à-dire qu'on va avoir des informations qui se contredisent mutuellement. Bien. Donc, le web sémantique, c'est un standard, c'est un mot-clé. La toile des connaissances, j'aime bien, c'est beaucoup plus général, c'est ce vers quoi on tend. Le web sémantique, c'est un standard aujourd'hui qui est un standard en évolution permanente, notamment du W3C, du World Wide Web Consortium, avec des syntaxes pour nommer des entités, avec une syntaxe dont on va parler qui s'appelle RDF, d'autres un peu plus compliquées comme RDFS et ALL, et puis des choses qui sont en train de se passer à toute vitesse comme les données, les linked data dont on va parler. Et des choses que j'aime moins comme Sparkle, mais que j'ai mis pour être complet. Alors, la première chose, c'est que sur le web, on publie des ressources. Alors, le nom de ressource, c'est n'importe quoi. Une ressource, c'est n'importe quoi que l'on peut identifier. D'accord? Donc, auquel on peut associer un Uniform Resource Identifier, un URI. Alors, celles qui sont les plus connues, c'est les URL, les http blablabla que vous trouvez sur vos moteurs de recherche. Donc, ça, c'est des pages web, ça, c'est bien identifié. Ça dit sur quelle machine c'est, quel document c'est dont on parle sur la machine. Mais on peut aller de façon beaucoup plus fine, être capable d'identifier un morceau de document XML, ou on peut identifier un service sur le web, ou éventuellement on peut identifier avec un URI quelque chose, une personne, je ne sais pas moi, si vous voulez, un client de Facebook, un identifiant sur Facebook, ça peut être vu comme un URI. C'est quelque chose qui est identifié de façon unique, sur lequel on n'a pas de
de doute. Donc c'est une chose, un objet, un concept, etc. N'importe quoi qu'on peut bien identifier. Et donc tout ce dont on va faire, tout le cœur du sujet, ça va être d'être capable de rajouter des assertions logiques, rajouter des connaissances à ces ressources qui sont bien identifiées. D'accord ? Alors, il faut déjà que les ressources soient bien identifiées, parce que si vous parlez de, je donnais l'exemple dans la leçon inaugurale de Woody Allen, si vous donnez une propriété sur Woody Allen, vous voulez être certain que vous parlez bien du bon Woody Allen. Donc, c'est exactement pour ça que le départ de tout, c'est les URI. Et une fois que vous avez ces URI, vous allez vouloir mettre des annotations sémantiques, des descriptions sémantiques de ces URI. Et pour faire ça, vous allez vouloir faire des choses précises et donc pas utiliser la langue naturelle, mais plutôt utiliser des ontologies, c'est-à-dire des vocabulaires contrôlés d'une certaine façon. Alors, ça nous amène naturellement à parler de qu'est-ce que c'est que ces ontologies. C'est des vocabulaires contrôlés, si vous voulez. C'est quelque chose qui va vous permettre de faire des assertions précises et pas des assertions qui sont ouvertes à des tas d'interprétations, à des tas d'incohérences. Au départ, c'est des choses qu'on va faire relativement compréhensibles pour que des humains puissent les comprendre. Ils veulent les comprendre déjà parce que c'est souvent eux qui vont avoir à les rentrer, ces assertions. Mais pas que. Le cœur du sujet, c'est que ces assertions doivent être utilisables par des machines, doivent être assez formelles pour être utilisées par des machines, et puis assez formelles pour qu'on puisse faire du raisonnement dessus. Et vous allez voir, ce n'est pas des raisonnements très compliqués, mais c'est des raisonnements qui seront importants. Alors, là, on va retrouver les deux sujets sur lesquels j'ai axé complètement ce cours. C'est des raisonnements pour quoi ? Des raisonnements pour mieux répondre, pour répondre plus précisément, pour des choses aussi qu'on découvre quand on est face au web qui est très gros et qui est très imprécis. Qu'est-ce qui se passe quand on a trop de réponses ? Donc c'est assez embêtant. Si vous avez 50 000 réponses, vous ne pouvez pas regarder là-dedans. Alors la solution web, ce serait de vous les classer dans un ordre qui a été défini par un PageRank ou un truc comme ça. Ce n'est pas toujours satisfaisant quand on veut des réponses très précises. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour raffiner une requête si on a trop de réponses? Et puis si on n'en a pas, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a peut-être été involontairement trop précis. Alors il se peut qu'il n'y ait pas de réponse à ce qu'on demande, mais c'est plus probablement qu'il y ait une réponse, mais qu'on a mal exprimé notre question. Donc comment on peut relaxer une requête? Et puis évidemment, comment on va faire pour intégrer des sources de données, relier des objets d'une source à l'autre, retrouver des incohérences et des choses comme ça. Alors le point de départ, donc là, dans une ontologie, on va trouver des classes et des relations. Donc premièrement les classes. Les classes, c'est organisé en général sous forme de hiérarchie. On parle de taxonomie de classes. Donc là, vous avez celle, comme on est dans un collège, celle qui se rapporterait à une université. Et puis la relation ISA qui permet de dire de définir cette hiérarchie en disant que le département d'informatique, c'est... Alors là, c'est un tout petit peu biaisé, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Je vais prendre plutôt les cours d'informatique. Les cours d'informatique, c'est une sous-classe de cours. D'accord ? Donc, il peut y avoir typiquement beaucoup de cours d'informatique. Chacun de ces cours d'informatique, ce sont des cours généraux qui sont ouverts dans l'université, comme un étudiant en doctorat fait partie des étudiants. Et puis, tout en bas, vous avez les objets dans cette classe, comme Mike Jones, qui fait partie du personnel académique et donc du personnel de l'université. Donc voilà, naturellement, on va donner une interprétation à tout ça. Une classe est interprétée comme un ensemble d'objets. Donc Mike Jones, c'est un ensemble, une instance de la classe personnelle académique qu'on va noter sous forme logique personnel académique de Mike Jones, donc en utilisant le prédicat personnel académique. Et puis la relation ISA, elle est interprétée sous forme d'inclusion ensembliste, c'est-à-dire de formule logique qui dit que quel que soit X, si X fait partie du personnel académique, donc X fait partie du personnel de l'université. Donc là, on a déjà, dans la définition,
toute la place pour commencer à faire de l'inférence. Hein. Il suffit de retenir que Mike Jones est personnel académique, et puis on va pouvoir découler qu'il fait partie aussi du personnel, que c'est une personne, et des choses comme ça. Bien. Les relations, c'est ce qui va nous permettre de relier des objets entre classes. Donc là, par exemple, on va avoir une relation enseigne-dans qui va prendre quelqu'un qui est un personnel académique et va le relier au cours qu'il enseigne. Donc en bas, on va voir que Mike Jones enseigne Java. D'accord ? À partir du moment où on voit que Mike Jones enseigne Java et qu'on sait qu'enseigner, ça relie un personnel académique avec une classe, on pourra en déduire que Mike Jones, c'est un personnel académique et que Java, c'est une classe. Juste avec ces types, cette définition de type, on a commencé à avoir des dérivations de faits. Bien. Mais tout ça est très simple et on est toujours dans un monde hyper simple. Donc voilà, alors je vous ai passé des détails, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, on est dans un monde avec des schémas qui permettent de définir des hiérarchies de classes et des relations avec leurs signatures. Et puis on verra qui va nous permettre de définir des contraintes plus compliquées, parce que la vie est quand même un peu plus compliquée que ça. Et puis des instances qui vont nous permettre de définir des instances de ces classes et des instances de ces relations. On en arrive un peu aux standards du web. Donc les standards du web, c'est RDF, qui, grosso modo, ne va pas beaucoup plus loin que ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. RDFS, qui couvre un peu ce que je vous ai montré jusque-là et un peu plus. Et puis des langages de plus en plus riches. Donc on a pendant très longtemps pensé que plus un langage était riche, mieux c'était. Quand on passe au web, on s'aperçoit que si un langage est trop riche, ben, du coup, raisonner dans ce langage devient trop compliqué et ça ne passe pas à l'échelle du web, et puis ça crée des tas de problèmes. Donc on verra essayer de restreindre un peu nos ambitions pour ces langages. Tous ces langages-là sont souvent beaucoup de ces langages font partie d'une classe de langage qu'on a étudiée sous le nom de logique de description. Donc en particulier All peut être vu comme une logique de description. C'est des logiques qui permettent de décrire le monde en décrivant sa sémantique. Alors RDF. Donc là, on est complètement web. La grande mode sur le web, c'est tout publier en RDF, des milliards de tuples. Je suis sûr que nos conférenciers vont nous parler d'RDF. Donc essentiellement, la base d'RDF, c'est très simple. C'est triplé, sujet, prédicat, objet. Hein. Dupont dirige le département d'informatique. Donc on va tout décrire avec des triplés comme ça, ce qui, d'un point de vue logique, correspond à des prédicats binaires. Leeds dirige Dupont, département d'informatique. Et puis on peut mettre plein d'autres exemples comme ça. Comme on est dans un cadre du web, on va avoir des objets qui vont être des URI, d'accord ? Qui vont être quelque chose qui va être identifiable de façon précise dans tout de façon globale. Alors que si on dit Dupont, vous êtes d'accord que ça peut-être que pour moi, c'est un sens très précis, mais si on se met dans le web, ça risque de créer des débats. Alors que là, on parle de Dupont qui est http://a.fr/Dupont. On sait de quoi on parle. En tout cas, on sait qui dirige ce département qui est http://unif.conf/csdepartment. Bien. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de logique, c'est un peu effrayant. Pourquoi des relations binaires ? En logique, on avait aussi des relations ternaires. On avait même des relations d'arité 4 et même d'arité 5, etc. Donc, bon, voilà comment on peut arriver à capturer des relations d'arité plus que 2, uniquement avec des relations binaires. C'est totalement inélégant. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on se limite à des relations binaires. Enfin, pourquoi pas, c'est ça qu'il y a sur le web, donc il faut faire avec. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a besoin de faire un peu plus, on peut faire un peu plus. Bien. Le truc qui est quand même sympathique quand on fait des relations binaires, c'est qu'on se retrouve avec un graphe. Et donc un graphe, c'est quelque chose, un objet mathématique bien identifié, c'est un objet mathématique sur lequel on sait plein de choses. Et donc c'est le graphe RDF. La bonne vision, si vous voulez, d'RDF, ce n'est pas comme des triplets, mais c'est plutôt comme un graphe avec des objets
et des prédicats dirigés entre ces objets. Alors voilà un autre graphe pour ceux qui connaissent Fabien Souchanek. Évidemment, comme c'est Elvis, ça vient de Fabien Souchanek. Ce qui est intéressant, c'est que ce graphe, il n'est pas juste sur cet ordinateur. Le graphe, il est global. On est dans un graphe qui couvre l'ensemble de la planète. Donc il faut imaginer ce graphe avec des milliards de nœuds et des milliards d'arcs. Et c'est ça la connaissance globale. D'accord ? Alors on peut se dire, pourquoi on n'a pas une connaissance globale qui serait plus proprement une logique avec des prédicats, etc. Bon, il y a plein de choses qui pourraient être mieux, mais c'est déjà fantastique d'avoir une connaissance globale qui est cet énorme graphe qui permet de parler de choses, de parler des choses des autres. Donc là, par exemple, unif.com parle d'un URI qui est un URI de l'autre site. C'est pas grave, c'est toujours le même graphe. Alors, une question qu'on peut se poser, est-ce qu'on va définir une ontologie de toute l'humanité ? Quand vous discutez avec des spécialistes en base de connaissances, ils vous disent que c'est une très mauvaise idée, parce que d'abord, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. On n'a pas de centralisme bureaucratique avec un bureau des ontologies qui définirait une fois pour toutes une ontologie pour toute l'humanité. Vous avez des gens dans l'industrie chimique qui vont développer une ontologie, vous avez des gens dans les bibliothèques qui vont développer une ontologie. Typiquement, Dublin Core vient de ce monde-là. Et puis, toutes ces ontologies, on va vivre avec et on va essayer de trouver comment, on verra un peu tout à l'heure, comment trouver des liens entre ces ontologies, mais typiquement, elles vont avoir un vocabulaire très particulier. Si on préfixe par RDF 2 points, ça veut dire qu'on parle du vocabulaire de RDF, RDFS. Bon, ceux-là sont évidemment génériques, mais par exemple, il y a schema.org est aussi générique, mais par exemple, Creative Commons est plus spécifique, c'est pour les licences. Et puis, vous pouvez avoir une ontologie pour l'industrie chimique, une ontologie pour l'industrie du papier, une ontologie pour votre domaine particulier. Éventuellement, vous pouvez vous créer votre propre ontologie et la relier à celle des autres. Alors, RDFS, ça veut dire RDF schéma. Ça part du principe que le schéma dans RDF, la façon d'organiser les données dans RDF est trop simpliste, donc on va enrichir ça un petit peu. Alors, c'est un peu confus parce que les prédicats dans RDFS peuvent être exprimés, c'est pas obligatoire, mais on peut les exprimer dans RDF. Ça donne des choses comme ça. Donc c'est du RDF, mais ce que vous êtes en train de définir, c'est des structures plus compliquées, du typage, si vous voulez, plus compliqué dans le langage qui s'appelle RDF schéma. Alors, ce qui est encore plus compliqué, c'est que, évidemment, la terminologie de RDF schéma est une terminologie qui est ce qu'elle est, mais qui est plus compliquée. Donc, par exemple, on va parler de, je ne sais pas, de property pour parler de relations. Domain et range, ça c'est quand même clair. C'est le domaine c'est la source de la fonction et le range de la fonction. Donc là c'est à peu près clair. Mais par contre, vous avez le staff RDF type class. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que personnel est une des classes de votre ontologie. D'accord ? Dans Java subclass of course, vous êtes en train de dire que les cours de Java forment une sous-classe des cours d'informatique, etc. Vous utilisez le même mot, d'ailleurs, type, pour dire que Dupont est un objet de la classe academic staff. Bien, donc tout ça, c'est des choses qu'on a vues dans l'introduction et qui, là, n'ont uniquement, là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est uniquement une syntaxe que moi je ne trouve pas particulièrement élégante, qui est assez gore, mais c'est une syntaxe possible, c'est celle qui est universelle. Alors après, il y a encore plus riche. On peut faire plus fort en allant vers d'autres logiques de description, notamment all, qui permet de dire ces deux classes sont disjointes. Ce n'est pas innocent, parce que là, en disant c'est disjointe, implicitement, vous utilisez la négation.
Même chose, vous allez utiliser la négation en disant, quand vous parlez de fonctionnalité. Quand vous dites « cette relation est fonctionnelle », ça veut dire que si vous ne pouvez pas avoir le même objet qui est transformé en deux objets différents, vous avez encore utilisé la négation. Donc il y a beaucoup de fois là-dedans de la négation qui commence à apparaître. Vous pouvez définir des classes intentionnelles, donc ça c'est relativement pratique pour définir des choses plus compliquées. Vous avez l'union de classes, l'intersection. Alors voilà le genre de choses que vous pouvez, de phrases que vous pouvez écrire en Hall, c'est que seulement un professeur peut diriger un département. Vous pouvez dire aussi que si un étudiant est un étudiant en premier cycle, alors ses enseignants doivent être uniquement des professeurs ou des lectureurs. Ce genre de choses. Donc on en arrive à cette notion générale de logique de description dont j'ai déjà parlé. C'est quoi? Donc c'est des logiques pour décrire le monde. Alors, a priori, le monde est très compliqué et donc on pourrait se mettre en face et puis à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, et c'est comme ça que les chercheurs ont beaucoup fonctionné, à chaque fois qu'ils ont une nouvelle idée, ils introduisent un nouveau constructeur pour capturer cette idée. Et donc vous avez des constructeurs pour des phrases logiques de plus en plus compliquées, qui décrivent des mondes de plus en plus compliqués. Alors vous pouvez toujours vous pouvez essayer d'utiliser la logique du premier ordre pour décrire tout ça, donc tout ça semble très bien. Décrire, inventer des nouveaux constructeurs, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'il suffit de se mettre, on a un problème, on essaie de le formaliser, on propose un nouveau constructeur, c'est très bien. Mais après, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on essaie de faire avec. D'accord? Et ça, on va revenir dessus. Alors, la première chose qu'on veut faire, c'est que ces fragments soient décidables pour un certain nombre de problèmes qu'on va voir par la suite. C'est-à-dire qu'on puisse travailler avec ça avec nos programmes, on puisse écrire des programmes. D'accord? Si je me permets d'écrire des formules trop compliquées, si après quelqu'un me dit « mais est-ce que François Bancillon qui est là satisfait cette formule ?» peut-être que ça va pas être possible de vérifier complètement, vu tout ce que je sais de lui et tout ce que je peux inférer, que en fait, oui, il se trouve que c'est bon ou pas. D'accord? Donc on va vouloir que c'est au minimum, mais on verra que ce n'est pas suffisant, que ces logiques soient décidables. Alors en plus de tout ça, il y a tout un jargon. Vous avez peut-être pu entendre dans mon début de présentation que je ne suis pas un grand fan du jargon des logiques de description, même si je pense qu'on a besoin de logique là-dedans. Donc voilà, les classes sont appelées des concepts, les propriétés sont appelées des rôles, ce qu'on appelle un schéma s'appelle une T-box, ce qu'on appelle une instance s'appelle une A-box, tout ça c'est des raisons historiques. Typiquement, n'importe quel domaine de recherche se développe son propre jargon, ce n'est pas nouveau. Alors voilà les constructeurs les plus qu'on retrouve le plus souvent. Donc le constructeur qui permet de faire l'intersection de deux concepts. Le constructeur, quel que soit, qui permet de dire je veux donc quel que soit R.C, ça dit la chose suivante. Quel que soit je veux les objets O1 tels que à chaque propriété R que je regarde sur ces objets, la propriété R, le résultat de cette propriété R doit être dans la classe C. Alors que le suivant dit, si je regarde cette propriété R, le résultat il doit y avoir au moins un, il existe au moins un, transformation par R, qui me donne quelque chose dans C. La négation et puis la relation inverse. Donc, c'est des choses qui sont naturelles, d'accord? On est arrivé à ça aussi parce que c'est des choses qui, en pratique, permettent d'exprimer des propriétés relativement intéressantes. Alors, maintenant, j'en viens un peu au cœur du sujet. Je pourrais prendre ces logiques de description et puis les faire de plus en plus riches. Et encore une fois, ça a été un sport national, enfin un sport international pendant pas mal d'années. Et puis en gros, vous pouvez toujours avoir une logique de description qui est plus riche et plus puissante que celle du voisin. Ce n'est pas le plus compliqué. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec? Et ce que vous voulez faire avec, c'est typiquement répondre à ces questions-là. La première, c'est vérifier que votre ontologie soit satisfaisable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, vous écrivez des formules logiques.
À partir du moment où vous mettez de la négation, ça devient compliqué. Et il se peut très bien que l'ensemble des formules logiques que vous écrivez soit juste incohérent, qu'il n'y ait pas de modèle de ce monde-là. Alors, s'il n'y a pas de modèle de ce monde-là, ça va devenir sportif de répondre aux questions. D'accord ? Donc là, c'est vraiment la base. Alors, très souvent, on ne se le pose même pas. Si on ne met pas de négation, il y a toujours un modèle, c'est bien. Mais quand on commence à faire des logiques plus compliquées, il faut se poser la question de savoir est-ce que le monde que j'ai décrit, est-ce qu'il correspond à une réalité possible? Ou est-ce qu'il y a déjà des incohérences? Alors, c'est simple. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, vous pouvez arrêter tout de suite. D'accord ? La deuxième, c'est tester la subsumption. La subsumption. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous donne deux propriétés, vous aimeriez vérifier s'il y en a une qui est incluse dans l'autre. Est-ce que dans tous les mondes possibles, cette classe est plus générale que telle autre? D'accord? Est-ce que tout ce qui est une porcelaine est aussi une céramique? Ou est-ce que c'est l'inverse? D'accord? Donc moi, j'ai toutes les propriétés logiques que mes experts ont écrites sur les porcelaines, sur les céramiques, sur tous ces machins-là. Et j'aimerais savoir, la question toute simple, est-ce que si j'ai déduit que ça, c'était une céramique, est-ce que c'est aussi une porcelaine ou pas? D'accord? Alors, la chose, le cœur du sujet qui va revenir sans arrêt, c'est être capable de dire est-ce que ça, c'est de la bonne classe, hein. Si vous m'avez défini une classe en me disant c'est ça qui m'intéresse, j'ai un objet, j'aimerais savoir s'il est dedans ou pas. Et puis, fin du fin, répondre. Répondre aux requêtes. Répondre aux requêtes, c'est je vais vous préciser une classe. À partir du moment où j'ai un langage assez riche pour préciser les propriétés compliquées, je vais dire ça, c'est une requête. Donnez-moi tous les objets qui sont là-dedans. D'accord. Alors, le nombre de logiques de description pour lesquelles certains, voire tous ces problèmes sont indécidables est considérable. All, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un langage qui est proposé sérieusement pour décrire du web, si vous prenez tout le langage, ces problèmes-là deviennent indécidables. D'accord. Donc, l'idée, c'est d'arriver à définir là-dedans des langages qui restent suffisamment raisonnables pour que non seulement on puisse répondre à ces questions, mais qu'on puisse aussi y répondre dans un temps convenable. D'accord ? Donc typiquement, RDF, on peut sourire, RDF plus RDFS, on peut sourire en disant c'est un peu trivial ce truc-là, c'est pas top. C'est pas top, oui, mais au moins ces problèmes-là sont décidables. Et donc la question, c'est évidemment comment on peut faire un peu mieux et garder la décidabilité. Donc ça nous amène au premier des deux sujets qu'on va considérer, qui est comment poser des requêtes à des ontologies. Le deuxième étant comment on fait pour intégrer des ontologies. Alors, comment on fait pour poser des requêtes dans ce langage RDFS dont on a parlé? Alors, je voudrais vous montrer on a déjà vu un exemple. On a déjà vu un exemple d'inférence, mais je vous en montrerai un peu plus compliqué. Donc, on sait que Durand est responsable du cours UE 111, et on sait que si on est responsable d'un cours, alors on est un professeur, et on sait que si on est un professeur, alors on fait partie du personnel académique. Donc, ça, on le sait. Alors, imaginez le web, c'est encore plus compliqué. On le sait, ça veut dire que peut-être que le fait de base est stocké à Saarbrücken, que la première règle est stockée à Amsterdam et la deuxième est stockée à Paris. Mais bon, on sait ces genres de faits. Et maintenant, quelqu'un arrive en disant « Je voudrais savoir qui fait partie du personnel académique ». Vous êtes aussi capable que moi de dire que oui, Durand fait partie du personnel académique, parce que Durand enseigne U111 et donc à ce titre doit être un professeur, et comme c'est un professeur, c'est un personnel académique. Oui, mais comment on fait pour calculer ça? Comment on fait pour répondre à ça? Alors là, il y a des méthodes typiquement triviales qui seraient des méthodes par saturation. On va inférer tous les faits, on va prendre la relation responsable off, et puis on va tous les objets qui apparaissent en première colonne, on va dire c'est des professeurs. Et puis après, on va prendre la règle quel que soit X, professeur X of X implique academic staff of X, et on va découler. C'est violent, mais c'est polynomial. Hein, on est content, c'est polynomial. Pourquoi c'est polynomial? Parce que essentiellement, on ne fait que prendre des objets qui existent déjà et des relations qui existent déjà.
En plus, comme ces relations sont... Si on reste dans le cadre des relations unaires, c'est vraiment pas très cher. Même avec les relations binaires, ça reste quadratique. Tout ça reste raisonnable. Raisonnable, oui, avec 1 million de faits, avec 1 billion de faits, avec 1 milliard de faits, pardon. Avec 10 milliards de faits, ça devient plus raisonnable. D'accord ? Donc, il commence à y avoir déjà des besoins pour répondre à ces requêtes, de faire des calculs un peu plus sophistiqués, d'utiliser des techniques de sélection et de choses comme ça. Et de ne pas utiliser quelque chose de violent par saturation. Alors, je vais vous montrer une technique qui est oui, donc là, c'est le problème que j'ai déjà cité, que je ne fais que répéter, c'est d'arriver à trouver un bon compromis entre de puissance d'expression et la capacité de répondre aux requêtes en évitant typiquement des techniques de saturation. Et une technique, c'est la reformulation de requêtes. Et je vais vous montrer brièvement sur un exemple comment on fait. Donc voilà, on a des professeurs, des tuteurs qui enseignent. On a une règle qui dit que si un étudiant a un tuteur... Alors cette règle-là, elle est déjà un peu délicate, parce que là, vous ne pouvez pas faire de saturation. Je vous ai dit jusqu'à maintenant qu'on pouvait faire de la saturation. Là, sur cette règle-là, la deuxième règle, as tuteur y z si student de y, vous ne pouvez plus faire de saturation. Pourquoi vous ne pouvez plus faire de saturation? Parce que la variable z qui est dans la tête de règle n'apparaît pas dans le corps. Donc c'est un étudiant a un tuteur, mais vous ne savez pas lequel. Donc si vous vouliez en logique faire de la saturation, il faudrait commencer par introduire une fonction de Skolem ou des choses comme ça. Ça devient plus compliqué, vous commencez à vous poser des problèmes de terminaison, des choses comme ça. Mais n'oublions pas ça parce que la technique permet justement de traiter ce genre de choses. Si vous avez une requête Q0 qui est, dites-moi donnez-moi les X qui sont tuteurs d'élèves, qui enseignent un cours, qui enseigne à un Y, et cet Y a pour tuteur Z, eh bien, si vous faites ça, vous pouvez vous apercevoir que la requête Q1, qui est en dessous, calcule des réponses à Q0. C'est intéressant parce que j'ai une requête, donc ça c'est facile à évaluer, d'accord ? Et je peux l'évaluer en utilisant des outils classiques, les moteurs relationnels ou tout ce que vous voulez. Je peux utiliser cette requête pour évaluer la requête Q0. Donc ça c'est super, super pratique, d'accord ? Alors, il y a des techniques, je vous en montrerai une à la fin de cette séance, qui permettent de répondre par reformulation, de répondre de façon complète par reformulation. Donc non seulement dire, voilà, cette requête permet de répondre à la question, mais si vous évaluez ces 15 requêtes, vous aurez la réponse complète. On verra comment faire. Oui, alors ça, je n'ai pas dit, cet as-tuteur YZ, ce n'est pas par hasard, c'est ce qui correspond à « il existe as-tuteur » dans le jargon DL. Donc, les difficultés en général, c'est que ce n'est pas toujours possible de faire de la reformulation. Les difficultés, c'est que dès que vous commencez à introduire de la négation, il commence à y avoir des incohérences. Donc, il faut aussi que vous testiez la cohérence de votre modèle. Sparkle, bon, je mets ça pour complétude, je ne suis pas un grand fan. C'est un langage de requête pour RDF qui, essentiellement alors, c'est une syntaxe pour décrire des patterns sur le graphe et demander des résultats. D'accord. Bien. Alors, je l'ai mis aussi parce qu'on commence à voir arriver des gens qui publient des requêtes RDF, qui publient des données RDF et qui vous proposent. Bon, alors évidemment, vous pouvez aspirer toutes leurs données RDF, mais ils ne veulent pas forcément, et puis en plus, ça peut être trop gros pour vous, mais qui vous proposent d'obtenir des données en posant des requêtes Sparkle. Donc sur le web, vous pouvez trouver des sources de données qui font ce genre de choses. Deuxième problème, l'intégration de sources de données. Alors, l'idée de ça, c'est vraiment d'être capable, avec une requête, de poser des questions à plein de sources de données. Alors, dans l'idéal,
d'être capable, avec une requête, de poser, de poser une requête au monde entier si vous êtes sur le web. D'accord ? L'idée, c'est que toutes ces sources de données ont été développées de façon indépendante. Ces sources de données sont autonomes. Ces sources de données sont très hétérogènes. Elles ne vont pas représenter les choses de la même façon. Mais ce que vous aimeriez bien, c'est être capable quand même de poser une requête et puis d'obtenir votre réponse. Alors, je ne sais pas, vous intéressez aux bases de données génétiques. Il y en a un grand nombre qui sont de très bonne qualité et qui sont disponibles. Eh bien, vous pourriez, quand vous avez besoin de quelque chose, vous adresser à chacune d'entre elles indépendamment, d'accord ? Et puis regarder laquelle vous donne la réponse que vous souhaitez. Ou ce que vous aimeriez bien, c'est que quelqu'un vous propose une interface et que vous posiez une requête à cette interface et puis que le système se débrouille. En tant qu'être humain, vous êtes fainéant, vous préféreriez poser la question qu'une seule fois. C'est exactement de ça dont on parle. Pareil, hein, quand vous interrogez un agrégateur de catalogues, vous posez une question et puis lui se débrouille pour aller chercher sur plein de catalogues à la fois. Quand vous êtes, je ne sais pas moi, dans le service comptable d'une grande entreprise, vous posez une requête et vous allez obtenir des données qui viennent des différentes branches de l'entreprise. Alors, pour arriver à faire cette intégration-là, il y a plein de techniques passionnantes que les gens sont en train d'étudier, sont en train de mettre en place. C'est un domaine très, très actif depuis un certain nombre d'années. Je vais regarder plus précisément deux approches. Une très pratique, très concrète, qui part de préciser des liens à l'intérieur de ces données, et une un peu plus, disons, high-tech, qui est de spécifier des vues sur les données. Alors, on retrouve Elvis et un transparent de Fabian. La première idée, c'est de spécifier des liens. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans le monde, il y a plein de sources de données qui vont parler de choses différentes. D'accord ? Donc là, Elvis Presley. Et ces choses vont avoir des informations, comme par exemple, c'est un chanteur qui est donné à la source de gauche, et puis qui joue de la guitare, qui est donné à la source de droite. Si je demande, si ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont les chanteurs qui jouent de la guitare et qui sont nés en 1935, je n'ai pas la réponse. Je peux interroger n'importe laquelle de ces sources et on va me répondre, je ne sais pas. D'accord ? Si vous voyez tout, si vous avez une vision globale sur le monde, vous avez l'impression que oui, pourtant, cette personne qui est Elvis est un chanteur qui joue de la guitare et qui est né en 1935. D'accord ? Qu'est-ce qui vous a permis de faire ça ? Ce qui vous a permis de faire ça, c'est que vous avez quelque part, vous êtes arrivé d'une certaine façon à identifier des objets de deux ontologies différentes. Ici, Elvisopédia et DBpedia. Donc vous avez ces deux objets. À partir du moment où vous êtes arrivé à définir qu'ils parlent de la même chose, que c'est le même objet, à partir de ce moment-là, vous pouvez faire des tas d'inférences intéressantes, comme par exemple que cet objet-là est un chanteur qui joue de la guitare et qui est né en 1935. Alors, deux remarques importantes là-dedans. D'abord, la première, c'est que maintenant, on peut trouver sur le web des façons de lier ces deux objets, donc de spécifier officiellement que l'objet de gauche et l'objet de droite, c'est le même objet. Et la contrepartie, c'est que c'est extrêmement risqué. D'accord ? C'est-à-dire que, a priori, là, vous êtes d'accord, mais si quelqu'un se met à faire des identifications d'objets qui n'ont rien à voir entre eux, si quelqu'un m'identifie avec une de chevaux, par exemple, eh bien, on va pouvoir répondre un peu n'importe comment à n'importe quelle question. D'accord ? Donc, il y a potentiellement énormément de richesse, de puissance à cette notion de mettre des liens dans le monde, parce que d'une certaine façon, on a relié ces deux informations, on a enrichi notre connaissance du monde. Par contre, il y a un risque à faire ça. Alors, il y a un projet qui s'appelle The Linking Data Project, qui essaie de relier toutes les données. Donc, publier ces données en RDF, c'est devenu très fashion. Et donc, évidemment, à partir de là, ça devient intéressant que si on arrive à relier tous ces objets-là, j'ai mis un graphe. Alors, ça bouge à une vitesse considérable. Ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés. C'est 295 ontologies, 25 milliards de triplets.
400 millions de links. On est probablement très très au-dessus de ça aujourd'hui, mais je ne sais pas si quelqu'un a l'intention d'en parler aujourd'hui. Je ne sais même plus comment ça se mesure, mais ça va très vite. Encore une fois, ça c'est la première chose, c'était la première partie de ma phrase d'une certaine façon. C'est très facile de publier ces données sous forme de triplés, ça va très vite. Par contre, vérifier la qualité des triplés, vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence, arriver à faire de l'intégration de qualité et d'avoir des données de qualité, c'est la deuxième étape et c'est très difficile. Alors encore une fois, là au moins on a une première étape. Alors, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est cette notion de spécifier des vues. Alors, on a déjà rencontré cette notion de vue dans le premier cours, parce que c'est encore une fois une des notions les plus fondamentales de la gestion de données. Et on avait vu qu'il y avait deux types d'approches possibles. Soit on matérialisait la vue, et c'est l'approche de type entrepôt. Donc on aspire toutes les données, on les matérialise, tout va bien, c'est facile de faire des requêtes. Par contre, quand on veut faire des mises à jour, il faut propager, ça c'est compliqué. Et l'approche de type médiation, dans lequel on ne faisait rien, on gardait ça virtuel. Donc du coup, créer la vue, ça ne coûtait rien. Par contre, poser des requêtes, ça demandait du travail. Donc là, on oublie l'approche entrepôt et on se focalise sur l'approche médiation. On avait vu aussi qu'il y avait deux types de façons de spécifier une vue. La plus naturelle, celle qui est en bas, qu'on ne va pas regarder, qui est de définir la relation globale comme une vue de toutes les relations locales. Donc ça, c'est la première qui est arrivée chronologiquement, c'est celle qui est la plus naturelle. La deuxième, c'est qui est un peu contre-intuitive, c'est de spécifier les relations locales comme des vues de la relation globale. Alors c'est celle-là qu'on va regarder. On se concentre donc sur celle-là, qui a l'avantage, dont j'ai déjà parlé, qu'on peut rajouter des vues sans perturber les autres. Il suffit de spécifier la vue qu'on rajoute. Pardon. On peut rajouter des relations locales sans déranger personne, puisqu'il suffit de préciser en quoi ces relations locales participent au monde global. D'accord ? Alors, ce qu'on va regarder, c'est comment on fait pour poser des requêtes sur la relation globale, d'accord, en partant du fait que ce qu'on connaît, c'est que les relations locales et leur définition. Alors, il y a pas mal d'algorithmes qui ont été proposés, et notamment l'algorithme Bucket, Minicon, à ne pas traduire par petit con, qui est une optimisation de Bucket, et Inverse Rules, qui part de l'idée que j'avais donnée tout à l'heure quand on a parlé de saturation, qui était d'introduire des variables de Skolem pour tenir compte du fait de ces variables qui apparaissent dans la tête de règle et pas dans le corps. Donc, on va parler de Bucket, et je l'ai classé dans la catégorie des perles du domaine. Donc là, c'est une perle de l'intégration de données. Et je vais vous montrer Bucket par l'exemple. Alors voilà, donc on reprend le cadre. Le cadre, c'est un ensemble de bases de données locales qui sont définies comme des vues conjonctives. Vous vous rappelez la définition de ces requêtes conjonctives des leçons précédentes, donc qui sont définies comme des vues conjonctives sur le schéma global, et puis une requête qu'on pose sur le schéma global. Donc vous voyez bien il faut bien même voir ça visualisé, vous avez vos relations locales qui sont des vues conjonctives sur le schéma global, et vous posez une requête qui est elle-même une requête conjonctive sur le schéma global. Et ce que j'aimerais trouver, c'est faire de la réécriture de requêtes, c'est trouver un certain nombre de requêtes qu'on va pouvoir poser aux relations locales pour évaluer la réponse. Donc, si vous voulez, je pars de cette vue qui est très abstraite, de requêtes conjonctives sur les vues locales, et j'arrive à quelque chose qui est très concret, qui est, si vous évaluez toutes ces requêtes, vous avez la réponse. Alors, exemple toujours traitant d'université. Donc, j'ai un schéma global, qui est ce que vous pourriez attendre de programmes, par exemple, européens. Des étudiants, des universités, des programmes de maîtrise, des cours, des étudiants qui sont enrôlés dans les cours, etc. Tout ça est très... c'est, si vous voulez, l'information de base.
Et puis après, vous avez des catalogues qui sont offerts par différents sites web. Un, par exemple, un catalogue qui dit que telle université française offre un certain programme, mais alors il y a plein d'autres conditions pour ces programmes-là. Et puis vous avez Erasmus, et puis vous avez Campus France, et vous avez Mundus. Donc tout ça, vous voyez, c'est des bases de données locales. Donc ça, c'est des bases de données physiques que vous pouvez trouver sur Internet. Alors dans un exemple qui est très manipulé, évidemment. Donc c'est des bases de données que vous pourriez trouver sur Internet, mais qui sont définies à partir de relations qui n'existent pas, puisque ce sont les relations globales qui ne sont pas matérialisées. Et puis quelqu'un arrive en disant je voudrais répondre à cette requête conjonctive qui est Register to SX, Enrolled in SP, Master Program P. Voilà, je voudrais répondre à cette requête, et encore une fois, visualisez bien que Register to, Enrolled in and Master Program, ça n'existe pas. Hein, c'est des relations globales, et tout ce que vous avez, c'est les relations locales. D'accord ? Alors, la première chose que vous focalisez, sur laquelle vous pouvez focaliser, c'est Register to. Alors, vous focalisez dessus, et vous voyez qu'il y a une définition de vue qui est S3, qui dit que S3 Campus France SPU, si tout ça existe. Et dedans, il y a Register to. Donc, si vous regardez et vous trouvez un enregistrement SPU dans Campus France, d'une certaine façon, c'est une trace de cet NUPLE SU qui vous intéresse, puisque vous, pour répondre à votre requête, vous avez besoin d'un Register to. Donc, vous allez retenir que le bucket pour Register to contient S3 Campus France SV1X. J'ai fait de l'unification de variables pour arriver à bien coller tout ça. Et je vais faire ça pour Register to, je vais faire ça pour Enrolled in, et je vais faire ça pour Master Program. Et puis après, je vais combiner les buckets. Hein, si vous voulez, à chaque fois, dans un bucket, j'ai un prédicat physique réel, dans une base de données locale, qui est une trace de ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble. Donc je vais essayer de trouver, de combiner en prenant quelque chose de chaque bucket pour obtenir le résultat. Et donc là, j'ai ce qu'on appelle des candidats. Hein? Alors des candidats, si vous voulez, ça, ce serait une bonne trace pour le premier atome de la règle. Ça, ce serait une bonne trace pour le deuxième atome. Ça, ce serait une bonne trace pour le troisième. Idem, ça, ce serait une bonne trace pour le premier, une bonne trace pour le second, une bonne trace pour le troisième. Oui, mais juste une bonne trace, ce n'est pas une preuve. Or, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on me réponde à ma requête. Je ne voudrais pas qu'on me donne des traces en me disant c'est possible que X soit une réponse. C'est possible que Jones soit une réponse. Est-ce que Jones est une réponse ? Jones, c'est une réponse à la requête R1. Donc, c'est possible que ce soit une réponse à ce qui vous intéresse. Oui, mais ça ne me satisfait pas. Ce que j'aimerais voir maintenant, c'est j'aimerais tester ces candidats. Vérifier que ces candidats sont vraiment des réponses aux requêtes. Eh bien, je peux le faire. Comment je teste les candidats ? Je prends la requête candidate et essentiellement, je remplace chacune des vues locales par sa définition. Et j'obtiens quelque chose, une requête conjonctive, qui est très compliquée. D'accord ? Et alors là, c'est intéressant parce que ce qui m'intéresse, c'est de tester si cette requête conjonctive donne des résultats qui appartiennent à ma requête, s'il y a inclusion. Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois ou la fois d'avant ? Comment on teste l'inclusion de requêtes conjonctives. Donc je peux le faire. Donc je n'ai plus qu'à tester l'inclusion de R1 de expand de R1 de X dans Q de X. Et si la réponse est oui, je sais que ça me donne des résultats. Si la réponse est non, je sais que ce n'est pas bon. D'accord ? Alors, maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a un théorème qui va nous dire qu'en faisant ça, non seulement j'obtiens les résultats, mais j'obtiens tous les résultats. D'accord ? Donc, si je veux évaluer cette requête dans ce cadre-là, avec des requêtes conjonctives, eh bien, tout marche bien. Je peux évaluer mes requêtes en faisant de la réécriture. Et j'utilise pour ça l'algorithme bucket. Je construis les candidats, je teste les candidats avec l'inclusion de requêtes conjonctives.
et tout marche bien. Alors tout marche bien, ça devient plus rigolo si je commence à mettre des contraintes supplémentaires, comme des contraintes de fonction, etc. Pour les spécialistes, il va falloir introduire du chase. Quand j'introduis des dépenses d'inclusion ou des dépenses de génération de NUPLE, même chose, je vais introduire le chase. Et évidemment, toujours pour les spécialistes qui peuvent me suivre sur ces 5 minutes, quand je mets les deux ensemble, j'obtiens des résultats d'indécidabilité. Bien. Conclusion. Il y a de plus en plus d'informations sémantiques sur le web, et ça c'est bien. C'est beaucoup dirigé par les données publiques, et ce n'est pas pour rien qu'un des conférenciers parlera de données publiques. Par exemple, en Grande-Bretagne, le gouvernement place une grande partie de ces données en ligne sur le web en rajoutant du RDF. Donc tout ça, ça correspond à enrichir les standards du web. Les applications web et les moteurs de recherche commencent à utiliser ce genre de choses. C'est modeste, mais encore une fois, il faut faire attention, ce n'est pas simple. Notamment, il y a les problèmes de vérification des données sémantiques, il y a les problèmes de vérification de cohérence, etc., qui sont tout sauf simples. On trouve de plus en plus de données structurées sur le web. C'est quelque chose en fait qui prédate même du web sémantique. Il y a des tas de tables en HTML ou en PDF. Ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on essaie soit de publier de l'information sémantique sur ces tables, soit après les analyser a posteriori et de rattacher de la sémantique derrière. Il y a beaucoup de données derrière le web caché, derrière des formulaires, des services web. Et pareil, là, on essaye aussi, il commence à y avoir de plus en plus d'efforts pour ajouter de la sémantique à ces services. Si on sait ce qu'ils font, ben, évidemment, on pourra les utiliser mieux. Il y a des tas d'ontologies qui deviennent disponibles, de plus en plus grosses, dont la qualité s'améliore. Il y a besoin d'outils pour utiliser tout ça. Alors, je voulais passer 1 minute sur comment on construit ces ontologies. Ben, l'idée, c'est de partir des connaissances les plus disponibles de façon massive sur le web, c'est-à-dire le texte. Alors, en particulier, dans des choses comme Wikipédia, vous avez énormément de texte qui est finalement de très bonne qualité, même si on peut discuter sur le fait que ce n'est pas parfait, etc. Il y a quand même une qualité raisonnable. Et il y a déjà un petit peu de sémantique à l'intérieur, puisqu'on essaie de définir les entités dont on parle, etc. Et donc, à partir de ça, on peut essayer d'extraire des bases de connaissances. Donc, Yago, par exemple, qui a été développé à partir de Wikipédia. Et la difficulté là, c'est évidemment le langage naturel, le multilinguisme et des choses comme ça. Il y a aussi la possibilité de faire collaborer des humains pour construire ces bases de connaissances, ou peut-être pour les vérifier. Demander aux gens de publier automatiquement ou manuellement des liens entre les données. Alors un truc sur lequel on a travaillé avec Pierre Senelard, qui est quelque part par ici, et Fabien Souchanek, c'est l'intégration d'ontologies, être capable de prendre deux grosses ontologies. Et si vous êtes capable de créer des liens, un peu comme on avait créé le lien entre les deux objets Elvis, eh bien vous pouvez obtenir une ontologie qui, d'une certaine façon, dépasse les deux ontologies que vous aviez au départ. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je voulais répéter cette chose que j'ai déjà mentionnée plusieurs fois, le fait que si on veut vraiment faire quelque chose sur le web, il faut plutôt restreindre nos ambitions. Peut-être pas aussi loin que ce qu'on était là avec RDF, RDFS, mais il faut quand même avoir des ontologies qui soient simples et utilisables et pas des trucs trop compliqués. Les références que j'ai utilisées pour ce cours, c'est le livre dont j'ai déjà parlé et pas mal de matériel de Fabien Souchanek que j'ai mentionné.